parfait écosystème de l'entrepreneur et de l'investisseur, qu'il soit local ou étranger. D'abord, on a l'État régulateur et facilitateur. Ces deux rôles sont au cœur du travail au quotidien de M. Samir Saïd, ministre de l'économie et de la planification, et de Mme Sihem Nemseya, ministre des Finances. Il représente le patronat puisqu'il est vice-président de l'UTICA, mais d'abord il est entrepreneur, modèle, qui exporte beaucoup et qui a même réussi le pari de l'internationalisation. On va y revenir plus dans les détails de l'internationalisation des entreprises tunisiennes. À ce sujet, donc, je dis bonjour à Si Hichem Lomi. Il représente un parmi les meilleurs ou un parmi les plus importants bailleurs de fonds, le groupe de la Banque mondiale en l'occurrence. Monsieur Ferid Belhaj, bonjour. Aujourd'hui, donc, on est au lendemain de l'effet d'annonce de Madame la chef du gouvernement concernant donc un passage dans une nouvelle étape passant des pourparlers aux négociations avec le Fonds monétaire international. Mais d'abord, ce qu'on vise, ce n'est pas les 4 milliards forcément de dollars, mais ce qu'on vise, c'est de la croissance, qu'elle soit inclusive. À ce sujet, on va très certainement profiter des conseils précieux et de la clairvoyance de Siferit. Alors, un pays à l'honneur aujourd'hui en Tunisie et dans ce forum particulier, c'est la Géorgie. Un pays de 3,5 millions d'habitants, de moins de 20 milliards de dollars de PIB, la moitié de celui de notre pays, entouré de guerres et de conflits, un pays qui a tracé le chemin des réformes tranquillement durant une trentaine d'années et qui est confortablement placé dans le top 10 du Doing Business, du dernier Doing Business avant son stand-by. Un des acteurs majeurs de cette transformation, c'est M. Georgi Virikashvili. J'espère que... OK. Donc, notre hôte, you are welcome and I'm extremely honored to be our guest in Tunisia. Donc, Monsieur Georgi, notre hôte, était ministre des Affaires étrangères, était ministre de l'économie et du développement durable et Premier ministre en Géorgie actuellement. Il est conseiller spécial à la Board. On va revenir avec lui sur la recette magique des réformes menées dans son pays. Magique, c'est pas très sûr. Il n'y a rien de peut-être que de magique, sauf la volonté et l'implémentation. Alors, nous allons organiser ce panel comme suit. Dans un premier temps, Monsieur le ministre de l'économie et de la planification, il va nous faire une présentation succincte sur les chantiers menés ces derniers mois. Ensuite, nous revenons à nos panélistes pour pouvoir échanger avec eux. Monsieur le ministre, à vous la parole. Sbahir, bonjour. Donc, pour laisser la place à une interaction avec vous plus tard et pour bénéficier vraiment de l'excellent panel que nous avons aujourd'hui,
Je vais écourter au maximum ma présentation et on le mettra à votre disposition sur le site du ministère de l'Économie pour tous les participants. Je voudrais surfer sur la nécessité de la reconquête de la place de choix de la Tunisie comme terre d'accueil pour l'investisseur. Nous avons reculé dans la dernière décade. On va passer en revue l'architecture globale de la relance économique et de l'investissement. Essayer de discuter un peu la reconfiguration qui a eu lieu en ce moment de la chaîne de valeur ou d'approvisionnement pour finir par quelques adaptations aux triples transitions numérique, écologique et énergétique. Alors, pour la Tunisie, un petit rappel rapide de l'historique. En fait, le premier code d'investissement était en 69, mais le véritable décollage a eu lieu en 72. Ma génération et les hommes d'affaires et les chefs d'entreprise présents avec nous savent combien cette loi avait transformé le paysage économique du pays. Donc aujourd'hui, 50 ans après, le monde a énormément changé. Certaines de nos lois sont restées les mêmes. Je vous rappelle que le code de change date de 1976. Donc nous avons vraiment besoin de changer et nous avons un impératif, vu le défi, de changer radicalement. L'architecture globale de ce qu'a fait le gouvernement en matière de réforme économique, en matière de préparation de la relance économique. Le gouvernement, dès sa prise en responsabilité, a commencé à travailler intensivement sur le programme national des réformes qui englobe toutes les réformes, malheureusement, qu'on avait tardé tant à exécuter en Tunisie, et placer toutes les initiatives d'une manière structurée et systémique par une approche agile, participative et inclusive. On part d'une vision, on est parti de la vision 2030 que nous avons adaptée et poussé un peu l'horizon à 2035. Elle est sur le site du ministère de l'Économie et on a eu pas mal d'interactions. Nous sommes en train de faire les dernières rectifications et elle va passer incessamment au Conseil des ministres. La vision cadre du plan de développement. Quand ce gouvernement a pris ses responsabilités, il n'y avait pas de plan, on était censé avoir le plan 21-25. Comme nous sommes en retard, nous avons comprimé un peu la durée d'exécution de ce plan sur 6 mois. Et les plans régionaux sont déjà prêts, sont en train d'être revus au ministère. Les plans sectoriels des différents ministères sont à 90% à jour. Ça, c'est pour le moyen et le long terme. À court terme, nous avons lancé un train de mesures d'urgence économique et discussion très intéressante en partenariat avec le secteur privé. Dès la fin de l'année 2021, nous avons organisé Dar Diafa pour structurer ce dialogue. On avait lancé une invitation pour 80, on a reçu 160. On n'a pas pu refuser à nos amis qui sont venus pour pouvoir contribuer. Ça s'est passé dans une très bonne ambiance. Les rendus suite à ces premiers travaux ont été revus la semaine dernière avec tous nos partenaires, les chambres mixtes, l'UTICA, le Connect, les organisations professionnelles, comptables, experts comptables, etc. On avait identifié à peu près 223 mesures et on avait sélectionné et priorisé 43. Ces 43 mesures ont maintenant des fiches qui sont prêtes pour l'exécution et nous allons commencer cette exécution dès le 1er juillet parce que maintenant c'est vraiment le moment d'exécuter et nous avons le challenge et l'obligation au niveau de l'administration d'accélérer ce rythme et d'augmenter et de réussir l'efficacité de cette exécution parce que tout se joue sur cette efficacité-là. Bien sûr, nous allons utiliser toutes les techniques modernes et on va bénéficier un peu de l'élan qu'on avait constaté au niveau de l'administration qui vraiment maintenant travaille en équipe et nous continuerons à associer avec nous nos collègues des chambres pour le suivi et l'aide également au niveau de l'exécution. Déjà, pour faciliter le quotidien de l'investisseur, un certain nombre de mesures ont été adoptées pour amoindrir un peu le choc du Covid et également pour commencer à digitaliser le parcours de l'investisseur. Déjà, la plateforme L'accès au marché qui présente les autorisations, et elles sont nombreuses,
elle est déjà automatisée. Le guide d'investisseurs qui présente les principales requêtes à demander et les préparatifs pour lancer le projet. Une cellule d'écoute plus récemment a été mise en place au niveau du ministère et on a des relations avec les différents autres départements pour essayer d'assister les investisseurs qui trouvent des difficultés à avoir leurs requêtes adressées. Donc ça, c'est important. Nous sommes au service des investisseurs et donc nous allons organiser ce travail de suivi. Nous allons vérifier que les choses se passent correctement. C'est anormal qu'une demande soit effectuée à une institution et que 6 mois après, il n'y ait pas de réaction. Également, nous avons digitalisé rapidement ce qui a été déjà fait au niveau de la constitution de l'entreprise, les services fonciers, les services douaniers, les services fiscaux, etc., et les services de collectivité locale. En ce qui concerne les mesures à court terme, nous avons les mesures d'urgence économique, l'amélioration du climat des affaires et le feu de route de l'investissement. Je ne veux pas m'attarder là-dessus parce qu'elle a fait l'objet d'une présentation détaillée en avril, il y a 3 mois donc. Comme l'a indiqué hier le chef du gouvernement, ce gouvernement s'engage à acter le principe de la liberté d'investissement. Donc, on passera à une liste négative avant la fin d'année. Nous devons reprendre la souveraineté sur le port de Radès. Et la lettre S doit rester, pour Samir Mejoul, on tient bien à cette ville mythique. Nous avons fait quelques progrès, ce n'est pas assez. On a démarré l'année avec 2 conteneurs par heure. Nous en sommes maintenant à 12. L'objectif, c'est d'aller à 25. Il y a d'autres critères également qu'on est en train de mettre pour aboutir à la résolution de ces situations inacceptables. Pour la réforme de réglementation de change, la bonne nouvelle, c'est que M. le gouverneur de la Banque centrale a annoncé qu'un premier draft va être publié, va être communiqué durant le mois de juillet. Donc nous allons le revoir ensemble puisque nous avons une des équipes qui travaille dans le dialogue public-privé sur le climat des affaires va s'occuper un peu de la vérification que les requêtes que vous avez formulées, qui a été transmise à la Banque centrale et que vous avez communiqué directement dans plusieurs réunions avec la Banque centrale, elle est bien prise en considération parce que l'export, c'est quelque chose de vraiment fondamental pour la reprise de croissance de tout le pays. Donc j'ai assez parlé le climat des affaires concernant la constitution du groupe. La feuille de route, on a également organisé une journée il y a à peu près 2 mois. 39 mesures ont été discutées et adoptées par un groupe mixte entre les investisseurs et les ministères concernés. Et donc, nous allons passer en mode exécution. Également, très rapidement, nous avons analysé pourquoi les grands projets, que ce soit publics ou privés, ont été bloqués, n'ont pas avancé suffisamment et les leçons apprises, les améliorations apportées ont été traduites dans le texte, un projet de décret de loi qui est prêt et qu'on a mis en consultation pendant 2 semaines. Nous avons également reçu des remarques du public, des investisseurs et donc elle est prête pour passage au Conseil de ministres. Je ne peux pas ne pas vendre mon pays, donc très brièvement dire qu'on produit 8000 ingénieurs par an, que nous avons 185 zones industrielles. Ces ingénieurs et ces scientifiques pourront faire exploiter ce positionnement géographique unique de la Tunisie à moins de 3 heures de vol de toutes les capitales européennes pour pouvoir jouer un rôle dans dans la reconfiguration de la chaîne de valeur, le nearshoring et le friendshoring. Les secteurs porteurs dont j'avais parlé, en fait, je ne vais pas trop m'attarder. Le numérique, nous avons déjà un Startup Pack 2 qu'on est en train de réfléchir avec les jeunes pour le transformer et l'améliorer en un Startup Pack 2, un écosystème qui est déjà fonctionnel. Nous avons des stars qui commencent à aller sur la sphère mondiale maintenant. Et c'est vraiment le nerf de la guerre pour l'économie de savoir. Nous avons également l'automobile qui elle-même est en train de se transformer. Elle vit ce que les ordinateurs ont vécu peut-être il y a une dizaine, une quinzaine d'années. On est en train de basculer du hardware
vers le software. Aujourd'hui et demain pour nous, la voiture sera autonome, sera essentiellement du logiciel, des algorithmes, de l'intelligence artificielle, beaucoup plus que des tôles et des chaises, même si on aura besoin d'un intérieur agréable pour pouvoir bénéficier de cette belle expérience. Nous avons bien sûr l'industrie pharmaceutique qui a un potentiel énorme, l'aéronautique déjà un parc dédié à Al-Ghira et l'énergie renouvelable récemment pour exploiter cette énorme opportunité pour la Tunisie, pour laquelle nous avons pris de retard. Nous avons augmenté l'objectif. On est passé à 35% en 2030 et à faire dans les meilleurs délais puisqu'on passe de 1500 qui était prévu 22, 23, 24 à 2000 MW pour accélérer le speed et nous avons un projet intermède qui va nous relier avec l'Europe et nous allons tout faire pour saisir cette opportunité. Bien sûr, d'autres secteurs porteurs comme le textile et l'industrie mécanique et électrique, nous avons une tradition dans ces deux industries depuis les années 70. Mais également, il y a le bio pour lequel la Tunisie se positionne avec succès. Nous avons des projets structurants que nous allons mener essentiellement par le PPP. Ça, c'est le mode que nous allons adopter. Ça, c'est essentiellement le projet qui existe déjà. Nous allons l'actualiser, ce projet, et lui ajouter d'autres après la finalisation des études sectorielles du cadre du plan 23-25. Nous anticipons, bien sûr, nous devons passer à triple transition. J'ai parlé du numérique. Pour l'énergie, rapidement, on est en train de restructurer l'Agence nationale de maîtrise de l'énergie. Pour l'environnement, nous devons valoriser les déchets. On a commencé à le faire et à le préparer du moins. Il faut qu'on intensifie. Il y a également la mobilité électrique dont je viens de parler, la décarbonisation qui est un ticket d'entrée aujourd'hui pour l'export, donc c'est un must à avoir dans le meilleur délai, en plus de la nécessité qu'on contribue également à la préservation de la planète. La logistique qu'on est en train de mettre en place, incessamment on mettra une adoption d'un cadre réglementaire pour la logistique. Également, la logistique doit être améliorée dans le pays. Enfin, je finis mon dernier slide, je vais peut-être un tout petit peu déborder. Moi, je pense que entre un approvisionnement lointain qui est soumis aux aléas de risques géostratégiques et une relocalisation dans les pays européens, que je comprends, qui est légitime, mais qui n'est pas toujours rentable, parce qu'il y a le coût d'exploitation. Je pense que la Tunisie, pour un certain nombre d'activités, peut vraiment être l'opportunité et le compromis qui permettrait d'avoir ce friendshoring en bénéficiant du talent, pour lequel nous sommes bien positionnés. Nous avons des centres de formation, nous avons le programme qui a été annoncé hier dans le panel de la recherche de Horizon Europe. Et cette ressource humaine peut combiner également à la proximité géographique, comme je l'avais dit, à moins de 3 heures de vol. Je pense que ça pourrait être le bon compromis qui permet de faire du nearshoring, du friendshoring dans des conditions gagnant-gagnant des deux parties. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette sincère présentation où vous êtes revenu sur un couronnement d'une phase qui était marquée par donc, dresser le diagnostic et la conceptualisation donc, des actions qui seront menées dans le futur. Nous allons avoir l'occasion de revenir peut-être plus en détail. J'aimerais bien commencer les échanges avec Madame la Ministre des Finances. Madame la Ministre, vous menez, j'allais dire, la mère des réformes. Dans les expériences comparées, la réforme fiscale se situe comme une épine dorsale de toutes les réformes et pour raison, tout simplement, toute réforme fiscale vise à l'élargissement de l'assiette et donc c'est elle qui va drainer les sources de financement des autres réformes. Mais en même temps, vous pilotez les avantages fiscaux qui sont budgétivores et qui nécessitent certaines dépenses. Alors,
j'aimerais bien vous poser la question sur on en est où par rapport à la réforme fiscale, aux avantages fiscaux, et en relation, on est dans un forum d'investissement, donc en relation avec l'investisseur, vous, avec votre casquette d'État régulateur, d'État facilitateur. Madame la ministre. Donc, en répondant à vos questions, comme vous le savez, le programme des réformes stratégiques prévues dans le cadre de documents objet de discussion avec le FMI comporte un chapitre relatif à la réforme fiscale. Et dans la réforme fiscale, il y a 3 aspects. Il y a l'aspect assiette, l'aspect niveau d'imposition et l'aspect avantages fiscaux. On ne peut pas dire qu'on n'a rien fait dans le cadre de la réforme fiscale. Comme vous le savez, on l'a déjà commencé en 2014 et c'était un programme où on a touché presque tous les aspects concernés par la fiscalité. Mais quand même, il y a toujours des reproches et il y a toujours des attentes concernant la révision de notre système fiscal. Donc, dans le cadre de cette réforme prévue dans le programme des réformes stratégiques, on va élargir l'assiette. Qu'est-ce qu'on entend par élargir l'assiette? Élargir l'assiette, c'est en relation avec tout ce qui est avantage accordé, c'est-à-dire la tendance est vers la rationalisation des avantages. Qui dit rationalisation, ce n'est pas une suppression, non, c'est accorder les avantages aux secteurs et aux entreprises qui nécessitent réellement cet avantage et que pour l'avantage soit consommé pour la réalisation de l'investissement. Et donc, si on revient au grand chapitre de cette démarche, voilà ce qu'on va faire. Donc, on va agir en premier lieu sur le niveau d'imposition pour réduire les taux et donc pour améliorer la vision pour l'investisseur. Et cette réduction au niveau du taux va toucher tous les aspects de la fiscalité, donc la fiscalité directe, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, la fiscalité indirecte, TVA, droits de consommation et taxes douanières. Donc, tous ces aspects vont être révisés dans le cadre de la rationalisation, sachant que, comme vous le savez, on le sait très bien, et certes, l'investissement est un catalyseur de la croissance économique. Et la Tunisie et l'État tunisien plaident à offrir un climat d'affaires favorable pour l'investisseur. Et on le sait très bien que la fiscalité est parmi donc les instruments de l'encouragement de l'investissement. Mais ce n'est pas la fiscalité à elle seule qui peut donc encourager l'investissement. Le climat d'affaires est tributaire de plusieurs, et l'amélioration du climat des affaires est tributaire de plusieurs aspects. Et comme vous le savez, tout ce qui est fiscalité est classé dans 7e ou 8e classement pour les incitations et les points d'encouragement de l'investissement. C'est pour cela que notre vision est de rationaliser, sachant
que lorsqu'on a évolué les dépenses fiscales afférentes aux avantages fiscaux octroyés dans le cadre de la loi incitative des avantages promulguée en 2017, ces avantages, donc, on compte à peu près 18% des recettes, 18% donc des recettes fiscales sont destinées aux dépenses fiscales relatives aux avantages fiscaux. Mais une grande partie de ces avantages n'a pas été destinée réellement donc, à l'investissement. Donc la vision, c'est de rationalisation et d'octroyer l'avantage à l'investissement et tout en suivant la réalisation de l'investissement, et c'est ça le plus important. Donc au niveau de l'assiette, comme vous le savez, le problème de l'informel et le problème de certaines activités qui sont actuellement hors champ d'application de l'impôt. Donc on va travailler sur cet aspect pour donc élargir l'assiette de l'impôt sans toucher et sans augmenter les niveaux d'imposition. Donc il n'y aura pas d'augmentation dans le cadre de cette éventuelle réforme des niveaux d'imposition. Bien sûr, sans oublier le travail immense qui est en train d'être effectué au niveau de l'administration concernant la digitalisation, concernant le système d'information, concernant donc la facilitation des procédures administratives. Tout ça est en train d'être effectué pour donc améliorer le climat des affaires. Merci, Madame la Ministre. Mr. Georgi, what is the magic formula in Georgia in terms of driving reforms? Is it magic? Is it true? Thank you very much. First of all, I would like to thank you for having me here. It's a great honor and privilege to be in a country with such a rich history, quite similar to my own country, where we had a constant fight throughout the centuries for our identity and independence. And this country has fought a lot also for preserving and protecting its identity and building its own fate and own future. So I am very glad to be here, and thanks for the organizers and hosts for the warmth and very special hospitality that I have been experiencing here. Well, I think Tunisia is at a very important turning point right now, and we have listened to the speeches of Prime Minister yesterday and ministers today, and it is very interesting and encouraging that this country has a resolve and showing the confidence to move forward with brave steps and to reform the economy and social life in the country. What I will be speaking about today, it is Georgian experience, but by no means I suggest to resemble or copy or to do the same, because I don't believe in best practices as such, because I don't think that there are best practices that can be copied to any country, but I believe that there are useful experiences, including Georgian experience, that can be artfully tailored to the needs to other countries, especially when we speak about a country which is quite similar with its size, with its population, and with its challenges for being on the intersection of many civilizations and powers, and to fight for its own destiny. So Georgia, I believe,
with its ups and downs during the last several decades, has done a lot to achieve transformation, what is called literally transforming the country from a former Soviet-style country to a modern market economy country. And when we speak about transformation, I would like to highlight several major points or milestones that have been achieved by Georgia and that have been addressed by different leaderships in different governments throughout these periods. First, I would say it was the first step to make a very full frontal, broad and bold legalization, liberalization. When we speak about liberalization, I am talking about removing 80% of the permits and licenses in the country. Even if sometimes it was too much, we realized that in order to become competitive in the search for foreign direct investment, which is a very important source of economic growth for Georgia, and I believe this is the same case for Tunisia, we realized that even assuming the fact that a lot of regulations were created originally for the best purpose and serving the best interests of the society, when we are talking about competitiveness and there is a scarce capital looking for investment destinations in our region, we need to be outstanding, literally outstanding and competitive in order to provide something special and some special conditions for investments looking for their destination in the region. So we liberalized and removed a lot of licenses. We simplified totally our tax system. Instead of 21 taxes, we only have 6 taxes today. And during the first shot, it was total decrease of the tax rates and decrease the number of taxes and legalizing the shadow economy. By doing this, we increased several-fold the revenue to the budget. So from 7% of revenue to GDP, we went up to 27, 28% of the revenue to GDP. You can imagine how much transformation is that. Second, it was improving the government services. Improving the government services, providing totally different type of services to the general population. So before we had numerous front offices in different agencies of the government. So we removed all the front offices from all the agencies on all the ministries and located them physically in one space, which means that we opened Justice House in Georgia, in Tbilisi, in the capital of Georgia, which was rendering qualitatively different services, fast-track services to the population, and also for opening and establishing businesses. For instance, taking an ID in Georgia is a couple of hours, not more than 2 hours. You stay in the line, you have your number, you have a state-of-the-art services, you go there, and it's very straightforward, very simple process. Obtaining international passport, in ordinary process, it's a couple of days, but you can pay extra money to the state budget and you can get the same day service. So a lot of services like this, several thousand services are rendered in a daily mode in the capital. Since 2012, we started the second phase of the reform, providing the same services in 20 regional service centers, justice houses in the regional centers, the same services, the physical front. But in parallel with that, we started to provide digital services to resemble every single service that we have been providing in the physical front through the digital platforms in different centers. I will not speak in detail about this, but this was also a major transformation. So when we came to COVID situation, Georgia was pretty much digitalized. I think this was one of the major reasons why the COVID impact for Georgia was not that severe in many other countries. So next step was the clarity and predictability and trust.
Now I speak very briefly about the project which I have been doing during my tenure in government. This is a Investor Council project, public-private dialogue platform, institutional public-private dialogue platform, jointly launched with EBRD. EBRD practices the similar public-private dialogue platforms in its countries of operations. And one of the best experience was in Georgia, because this platform helped us to introduce major structural reforms. And without the dialogue with the stakeholders in business community and investor community, I can tell you that it cannot be possible. It would not have been possible even consolidating the support within my own cabinet, because it was extremely important to engage in this dialogue. But not only with the investor community, but we have similar platforms with academia, with NGO society, NGOs, etc., etc. We are practicing the same model with Uzbekistan right now. During the last 4 years, I have been working as an advisor, EBRD advisor in Uzbekistan, and we launched the Foreign Investors Council platform in Uzbekistan. And this was a major transformation, because this was a change in the mindset of businessmen to open their individual problems to the government and to the council secretariat, and to be able to transform individual recurring problems into systemic solutions through engaging with government and with legislators. But when we do this, why is it important? I believe there is a process in Tunisia. We have discussed it with our colleagues in Tunisia Investment Agency and with EBRD colleagues. There is a process. I think this will be extremely important when doing these reforms, fundamental reforms, that is planned right now in Tunisia, to engage with the stakeholders, because it is building trust, it is predictability, and it is clarity of the environment, which is clarity can be even more important than the state-of-the-art reforms, because clarity is that helps the investors to know where they are going, what are the rules of the game. So next that I would like to mention is the financial sector. Financial sector and the health of the financial sector is the key for bringing impact of all these reforms, because the financial sector is an engine of every single reform that we have been doing. So financial sector and reforming financial sector, by the way, digitalizing, introducing fintech solutions is a key for inclusiveness of the financial sector. When I speak about inclusiveness, I mean access of finance for SMEs. And this is where we concentrated our next effort, including during my tenure as a Minister of Economy and then later as a Prime Minister, the entrepreneurship development programs for startups, for greenfield investors, and for agriculture investors, and for the hospitality sector, which is a key for Georgian economy and one of the major drivers of growth. And I believe this is the same for Tunisia. So finally, what I would like to touch, when you do all these reforms, it is very important, I would say the mostly important, to build a streamlined, simplified process of decision-making. Because decision-making process and streamlined decision and clear decision-making process is the key for the success. To empower, delegate, and to make them accountable. This is extremely important, so that any investor knows that when they go to investment authority, they communicate their issues with the front office of the investment authority. Investment authority should be authorized to go to a relevant agency and to be able to get the solutions in the shortest period possible. One of the keys, legislative keys and preconditions for this success in Georgia was transforming the administrative code. When you have a term for the response for the government agencies, and no response is yes. So if there is no response, it means yes. Legally. So there are a lot of very important solutions, but again, as I would like to say, that they need to be, these experiences need to be envisaged, but
absolutely tailored to the needs and the local environment and local reality. So again, I would like to thank you for this opportunity, and I really look forward to sharing more of some experiences to our peers and colleagues and partners here in Tunisia. Of course, through EBRD, which is a very important player and contributor to this process, and I would like to thank you for this opportunity. Thank you very much. Very interesting. Much appreciated. Thank you. Siferit, c'est à nous. Le programme avec l'FMI, ça commence à se préciser. Et au fond du process, on peut espérer les 4 milliards de dollars. N'est-ce pas? On peut en aucun cas considérer que ça doit être une finalité en soi et que l'essentiel se passe ailleurs, justement dans l'implémentation et dans la génération d'une croissance qui doit être inclusive et durable. Merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup de l'invitation. Je suis ravi d'être là avec Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, avec le représentant du patronat qui est effectivement très important, et honoré d'être à côté de Monsieur le Premier ministre. Et j'aimerais souligner que ce que vient de dire Monsieur le Premier ministre est extrêmement important, et j'y reviendrai. Il ne vous a pas échappé que je ne suis pas le porte-parole du Fonds monétaire international, donc je ne pourrai pas répondre de façon avec autorité sur ce qui se passe avec le Fonds monétaire. Ceci étant, vous avez raison. Il ne s'agit pas ici d'aller sur un programme de réforme pour une levée de fonds. Il s'agit d'aller sur un programme de réforme tuniso-tunisien, un programme de réforme qui doit se projeter sur les années qui viennent et qui doit effectivement transformer l'économie de ce pays en une économie qui soit ouverte sur le monde, une économie qui soit compétitive et une économie qui attire l'investissement local et international. C'est là que j'aimerais rebondir sur les points qui viennent d'être clairement et avec beaucoup d'éloquence proposés par Monsieur le Premier ministre. D'abord, le dernier point, celui de la transparence du processus de prise de décision. Il est de toute première urgence et instance de faire en sorte que lorsqu'une décision est prise, d'abord qu'elle soit suivie des faits et qu'elle soit prise rapidement. Et si la décision qui est prise n'est pas la bonne, eh bien on en prend une autre. Mais rester dans l'atermoiement ne mène nulle part. En réalité, l'atermoiement tue la confiance. Et tous ceux qui viendraient à la fois en investisseurs locaux et en investisseurs internationaux avec une bonne volonté de s'engager en Tunisie, l'absence de réactivité, l'absence de décision est le premier facteur ou le premier repoussoir. Deuxième point à mettre clairement sur la table, la question de la transparence et de la gouvernance. Là aussi, c'est absolument fondamental que nous ayons un écosystème qui permette la prévisibilité de la décision et la prévisibilité des processus. Que l'investisseur qui vienne dans ce pays, encore une fois, local ou international, sache quelles sont les règles du jeu et sache bien à l'avance si ces règles du jeu vont être altérées, changées et vont évoluer. Et là encore, il se trouve que lorsque les règles du jeu ne sont pas claires, cela donne évidemment beaucoup de champs ouverts aux pratiques arbitraires et évidemment beaucoup de champs ouverts à des distorsions, voire à des pratiques de corruption. Là aussi, important à mettre sur la table. Troisième point, c'est la question de, j'en parle de façon répétitive et je m'en ennuie moi-même, c'est la question du rôle de l'État dans l'économie. Là aussi, il est très important et c'est un bon forum ici parce que nous avons effectivement une très forte majorité, une présence très forte du secteur privé. Le rôle de l'État dans l'économie, le rôle de l'État est un rôle de régulation, est un rôle d'encadrement. L'État n'est pas entrepreneur. L'État
et facilitateur. Et à chaque fois que l'État s'est mêlé de l'entreprise, eh bien, nous voyons aujourd'hui les entreprises publiques dans quel état elles sont. Donc là, effectivement, il y a une question à mettre sur la table. Nous ne sommes pas des gens qui poussons aux privatisations à tout prix, absolument pas. Et j'aimerais bien effacer cette idée de l'esprit de tous les participants. S'il y a participation de l'État dans des entreprises publiques, c'est très bien, si ces entreprises publiques sont compétitives. Pour tester la compétitivité d'une entreprise, eh bien, il faut ouvrir le secteur dans lequel elle opère à la compétition et la laisser être en compétition avec le secteur privé. Si elle est là, si elle s'impose, si elle est efficace, si elle apporte la satisfaction aux utilisateurs, eh bien, soit qu'elle reste là et qu'elle continue d'être compétitive. Si elle ne l'est pas, eh bien, il faut effectivement penser à une nouvelle manière de l'approcher. Et là encore, il est très important pour l'investisseur de savoir que des secteurs importants dans l'économie sont effectivement ouverts à la compétition. Les secteurs qu'on appelle stratégiques, ce sont les secteurs que nous voulons être stratégiques. Prenons, et je sais que je pourrais être provocateur là-dessus, mais ce n'est pas grave, hein, après tout, nous sommes en famille. Prenons le secteur de l'électricité, dont on dit comme ça, qu'on labelle comme étant un secteur stratégique. Très bien. Est-ce que la distribution de l'électricité est stratégique? Est-ce que la génération est stratégique? Est-ce que le transport est stratégique? Est-ce qu'on peut essayer de voir dans quelle mesure est-ce que la génération de l'électricité doit absolument et obligatoirement être le fait de l'État? Quand on regarde à travers le monde, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a de très nombreux pays, je dirais une majorité de pays, où la génération d'électricité est une génération privée, ou en tout cas qu'il y a une génération hybride, privée et publique. Et là, effectivement, il y a moyen de faire des choses. Vous savez, la Banque mondiale et la SFI, un pays comme l'Irak, au milieu d'une période extrêmement complexe, en 2014-2015, eh bien, nous avons effectivement engagé avec le gouvernement irakien la distribution et la privatisation de la génération d'électricité. Ça a marché, il y a eu effectivement des bénéfices qui ont été faits et une manière de rationalisation qui a été proposée. Et il y a de nombreux exemples. J'ai pris l'Irak parce que c'est un exemple extrême, si on veut. Quatrième point, c'est la question, parce que lorsqu'un investisseur vient dans un pays, les choses se passent bien jusqu'au moment où elles commencent à se passer mal. Et quand elles se passent mal, il faut que l'investisseur ait la possibilité d'avoir recours. Recours à quoi? À la justice commerciale. Et là aussi, c'est un pan important du parcours de l'investisseur. Il est important, il est de toute première instance de réfléchir sérieusement à une justice commerciale professionnelle, une justice commerciale transparente et encore une fois prévisible. Et là, encore une fois, nous l'avons fait. Dans un grand nombre de pays, il y a des cours commerciales spécialisées, elles sont équipées et les juges qui y président sont des juges qui savent gérer un contentieux commercial. Ce ne sont pas des juges qui sont en train de gérer dans la même séance un cas de divorce, un cas d'accident de la route et puis un cas de faillite. Là, effectivement, il y a quelque chose à faire et ce ne sont pas les chambres commerciales auprès des tribunaux de première instance qui gèrent la chose. Il est important de lancer un signal très fort sur le fait que le pays est un pays ouvert et est un pays où la justice est transparente. C'est très important. Je pourrais continuer là-dessus, mais j'aimerais m'arrêter là et faire une réflexion d'ordre peut-être plus général. Il y a deux vitesses dans ce que nous souhaitons faire et dans ce que nous faisons à travers tous les pays de la région. Il y a l'urgence. Et l'urgence, elle est là. Et l'urgence est de faire des réformes qui peuvent avoir un impact immédiat. Monsieur le Premier ministre l'a mentionné, 80% des autorisations ont été élaguées sur une période relativement courte. C'est important parce que c'est un traitement de choc. Et c'est de ça que nous avons besoin, encore une fois, pas seulement en Tunisie, mais dans tous les pays de la région, d'avoir clairement, de la part du gouvernement, la volonté politique de choquer le système.
et d'ouvrir le système. Et là, vous aurez effectivement une appréciation et vous attirerez l'attention. Et ensuite, il y a le moyen et le long terme. Parce que ce que nous allons faire ne doit pas simplement être une série de mesures ad hoc. Et le moyen et le long terme, c'est le capital humain, travailler sur une éducation qui puisse faire que les étudiants qui sortent du système puissent avoir la possibilité de s'acclimater à l'économie et à une économie qui bouge très vite. Donc en fait la question ce n'est pas d'apprendre mais d'apprendre à apprendre et de continuer effectivement à se recycler le long de sa carrière. On le voit aujourd'hui à travers les systèmes d'éducation. Quand on sort de l'université, il est très possible que c'est là en fait qu'on commence à apprendre de nouvelles choses et à se recycler à travers la carrière. La question aussi importante de la santé, j'en avais parlé hier, extrêmement important de faire en sorte que les secteurs de santé dans nos pays, et notamment en Tunisie, soient tels que les jeunes de ce pays soient équipés physiquement, en fait, hein, pour affronter le monde dans lequel ils sont et qu'ils le fassent en bonne santé. Et le troisième grand pan, c'est la question de la protection sociale. Parce que là aussi, il y a effectivement des réformes qui devront être menées. Et ces réformes, parfois, parce que quand elles restent trop longtemps à être menées, il y a un amoncellement de complexité et de lourdeur. Il faut faire des réformes. Parfois, ces réformes peuvent avoir un coût. Et parfois, elles peuvent avoir un coût social. Pour que ce coût social soit absorbé, il faut qu'il y ait effectivement des filets sociaux qui soient mis en place et qui soient efficaces. Vous le savez, sur les 2 dernières années, la Banque mondiale a mis 2 fois un fort engagement financier pour financer les filets sociaux, à un moment où le pays passait et passe toujours par une période compliquée. L'idée derrière cet engagement financier, l'idée derrière ce transfert direct de cash aux ménages les plus vulnérables et les plus pauvres, eh bien, c'était d'offrir un espace pour le gouvernement pour aller de l'avant sur des réformes qui ont effectivement, qui pourraient avoir un impact social. Et c'est un peu la philosophie, de faire en sorte que, avant même que l'impact ne se ressente, qu'il y ait déjà des filets sociaux qui soient là, de façon à atténuer les possibles répercussions négatives. Nous l'avons fait encore une fois, et entre l'année dernière et cette année, la Banque mondiale a mis sur la table 700 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent pour un pays de 11 millions d'habitants. Donc il y a effectivement à ce niveau-là un travail à faire, de façon à profiter de ces filets sociaux et donner la possibilité au gouvernement d'avancer plus vite qu'il ne le fait sur ces réformes. Vous savez, nous ne sommes pas seuls. La Tunisie n'est pas seule. Il y a un grand nombre de pays autour de nous qui sont des compétiteurs. Parfois, une compétition complémentaire, parfois c'est une compétition exclusive. Il faut avancer très vite. Et je finirai par là. Le Premier ministre l'a dit, la compétition existe. Si vous voulez la battre, il faut aller beaucoup plus vite et il faut aller beaucoup plus fort. Sinon, nous restons dans des approches incremental, comme on dit, hein, par étape. Et ces approches par étape ne nous permettront pas de faire ce saut qualitatif qui est absolument important à faire aujourd'hui. Donc l'appel, c'est d'aller vite, d'aller fort, d'aller plus haut. Et nous comptons bien entendu sur Madame la ministre des Finances, Monsieur le ministre de l'Économie et tout le gouvernement pour prendre ces décisions politiques qui sont importantes à prendre. Merci. Et aller très vite, c'est ce qu'on retient de votre intervention. Merci, merci Farid. C'est Hichem Lomi. Dites-moi si vous me partagez l'avis qu'on veut que la Tunisie soit une terre d'accueil d'investissement. On est toujours ravis de continuer à accueillir les investisseurs étrangers, mais pas que. On veut aussi que ça soit une terre de transformation d'opportunités pour les locaux. Et l'entreprise tunisienne, on ambitionne aussi qu'elle soit internationalisée. Alors, êtes-vous d'accord avec cette vocation? Et pour l'internationalisation de l'entreprise tunisienne, qu'est-ce que vous préconisiez, qu'est-ce que vous demandiez
comme accompagnement de l'État? Merci, Sissa Fouenne. C'est bon comme ça? Vous m'entendez? Ça va? Ça va le son? Merci. Bon, tout d'abord, je voudrais dire que par rapport à toutes les présentations qui ont été faites, et particulièrement celle de Monsieur le ministre de l'Économie, le plan d'urgence économique, le plan de réforme, toutes les mesures qui ont été annoncées, tout ce que le gouvernement a présenté, je voulais rappeler que le secteur privé a été associé réellement à ces programmes et qu'il y a beaucoup de bonnes choses, que nous apprécions la célérité avec laquelle le gouvernement a travaillé en équipe. Il y avait vraiment un travail d'équipe, public-privé, et ces mesures donc sont importantes et intéressantes pour améliorer le climat des affaires et encourager l'investissement à se développer. Finalement, l'objectif de tout ça, c'est d'avoir un secteur privé performant et solide. Parce que l'avenir de la Tunisie, c'est de la croissance, c'est de la création d'emplois, c'est revoir à la baisse le taux de chômage des jeunes, qui est à mon avis l'indicateur le plus inquiétant que nous avons. Malheureusement, nous avons de l'ordre de 30% de chômage, de taux de chômage de jeunes diplômés ou pas, et avec malheureusement aussi des jeunes qui rêvent de quitter le pays ou qui cherchent des opportunités à l'international ne trouvant pas un emploi en Tunisie. Donc là, l'investissement est une solution importante pour retenir nos compétences, parce que malheureusement aussi, on nous pique nos cerveaux et nos compétences. Moi, j'appelle les investisseurs tunisiens et étrangers à créer suffisamment d'emplois à valeur ajoutée de manière à retenir ces compétences. Et parmi les points sur lesquels je veux insister, c'est tout ce qui touche à la valeur ajoutée, à l'augmentation du contenu technologique et à l'innovation et à la recherche et développement. Et je pense qu'il faut passer à une deuxième vitesse en matière d'encouragement. Tous ces projets technologiques, passer d'une industrie à un certain niveau de valeur ajoutée à une industrie beaucoup plus technologique, je crois que c'est un challenge. Et dans le secteur où je suis intervenant, c'est-à-dire le secteur des industries automobiles, le tissu économique tunisien est très riche et suit de très près les grandes tendances mondiales dans ce secteur, à savoir les voitures autonomes, les voitures électriques, les voitures connectées. Et donc, si on peut donner un avantage supplémentaire à tout projet d'une nouvelle technologie à plus grande valeur ajoutée, les pays concurrents le font. Ils choisissent des filières qui n'existent pas encore dans le pays et ils disent voilà, le premier ou le deuxième projet dans ce domaine-là, on lui donne un avantage particulier. Donc là c'est un point qui est très important. Pour tout ce qui concerne l'attractivité de l'investissement, qu'il soit local ou étranger, d'ailleurs moi j'ai fait une remarque tout à l'heure en interview avec Wassim Belarbi, je lui ai dit le Tunis Investment Forum, c'est le forum de l'investissement. Ce n'est pas le forum de l'investissement étranger uniquement. Et donner des awards aux investisseurs étrangers est excellent et on encourage bien sûr, et c'était une fierté de voir que même ces investissements étrangers, c'est des Tunisiens qui les dirigent. Ce qui est important, justement, cette richesse de ressources humaines tunisiennes où les sociétés étrangères sont constituées de compétences tunisiennes, de l'opérateur, de l'ingénieur, jusqu'au directeur général, et bien sûr avec des noyaux de recherche et développement qui travaillent au niveau international dans ces groupes-là. Moi je dirais qu'il y a deux axes importants, il y a la visibilité pour l'investisseur, c'est très important, la transition politique où nous sommes actuellement, et l'UTICA a participé activement dans la commission économique et sociale de préparation de la nouvelle constitution tunisienne, et un point très important, c'est d'inscrire dans la constitution la liberté d'entreprendre, qu'il n'y ait pas de marche en arrière, que le système de l'économie de marché et la liberté d'investir et d'entreprendre est inscrite dans la nouvelle constitution. Et ça, c'est un point très important, avec un équilibre entre trois secteurs, le secteur public, le secteur privé
et le secteur de l'économie sociale et solidaire. Parce que, en fait, c'était une commission économique et sociale. Donc les deux aspects vont de pair. Au niveau des axes sur lesquels nous devons travailler, sachant qu'aujourd'hui, le site tunisien est un site compétitif, que les entreprises tunisiennes sont en train d'investir, d'exporter, de créer des emplois. Et donc la machine fonctionne. Et la résilience a été là du secteur économique tunisien, qu'il soit constitué d'entreprises tunisiennes ou d'entreprises étrangères. Et la spécificité de la Tunisie, c'est que dans des secteurs de haute technologie, nous avons des opérateurs tunisiens et des opérateurs étrangers. Dans plusieurs secteurs, que ce soit le textile technique, que ce soit les industries mécaniques électriques, que ce soit l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, on trouve aussi bien des opérateurs tunisiens que des opérateurs étrangers. Et les opérateurs tunisiens, et je reviens à la question du CISOFEN, sont largement internationalisés. C'est ça l'avantage. Je ne vais pas citer de pays concurrents du Sud, mais dans ces pays-là, on trouve des secteurs que je viens de citer, mais essentiellement composés d'opérateurs étrangers. Alors que les opérateurs tunisiens dans ce domaine-là sont présents en Tunisie, mais se développent à l'international. On les retrouve au Maroc, on les retrouve en Algérie, on les retrouve en Libye, en Afrique, en Égypte. Et ça, c'est une fierté du niveau international des opérateurs économiques tunisiens. Tout ce que nous demandons, c'est de consolider nos avantages, et ils sont là. Donc bien sûr, la qualité des ressources humaines, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur, l'encouragement à la recherche et au développement. Aussi, nous avons un site géographique au cœur de la Méditerranée qui est un avantage fantastique, mais nous avons aussi des axes qu'il faut améliorer et ils sont dans le programme de réforme du gouvernement et dans le programme d'urgence économique. La logistique, j'en parle pas parce que c'est une évidence, donc là il y a une opportunité d'amélioration et il faut accélérer les projets publics et PPP d'infrastructures, notamment le port en eau profonde, notamment le quai 8 et 9 du port de Radès, l'infrastructure ferroviaire, les routes, l'énergie renouvelable. L'énergie renouvelable, moi j'appelle à accélérer le programme solaire tunisien qui a été amélioré pour parler de 35% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030. Moi je dirais si on pouvait atteindre cet objectif même avant 2030, ce serait un avantage parce que de plus en plus, les opérateurs internationaux, les grands donneurs d'ordre des grands secteurs prioritaires qui ont été cités, nous demandent notre mix énergétique et nous comparent le mix énergétique tunisien à celui des pays concurrents. Et on voit que le Portugal est à plus de 40%, le Maroc tourne à 20%, mais nous sommes à moins de 5%. Je ne vais pas donner le chiffre exact, je dis moins de 5%. Donc là, il faut accélérer ce programme d'investissement dans les énergies renouvelables et ouvrir au secteur privé aussi la possibilité d'investir, pas uniquement en autoproduction, de faire appel à des développeurs, ne pas se limiter au monopole de la STEC, mais permettre à des opérateurs spécialisés dans le domaine des énergies renouvelables d'investir et de fournir l'électricité propre à des coûts inférieurs. Moi, j'ai un cas au Portugal, pour ne citer qu'un exemple, au Portugal. Notre groupe, qui est implanté au Portugal, a reçu une proposition d'un opérateur privé pour nous fournir de l'énergie propre à 30% moins cher du coût actuel sur 10 ans, avec un prix fixe. Alors que nous savons que les prix de l'énergie fossile ne vont qu'augmenter et on ne peut pas avoir un prix garanti avec une énergie propre. Ceci permet aux industriels, aux investisseurs de se concentrer sur leur secteur d'activité. Leur capacité financière, ils les réservent à leur domaine d'activité et non pas à produire de l'électricité. Donc si on a la possibilité de faire appel à des développeurs, et en sortant du monopole de la STEC, et là, si Farid Belhaj a parlé des secteurs stratégiques et des secteurs à ouvrir la concurrence, la distribution d'électricité, la production d'électricité, ce qui compte pour nous, c'est le coût du kilowattheure et le kilowattheure renouvelable. Donc si la STEC peut nous le fournir, bienvenue. C'est-à-dire que le secteur public doit être soumis à la même concurrence. C'est-à-dire la performance financière, un service de qualité, un produit de qualité et un produit compétitif. C'est pour ça que quand on dit que dans la future constitution, on va parler de 3 secteurs, public, privé
et économique et solidaire, mais dans la transparence et dans la concurrence saine et claire. Donc ça, c'est un point important. Il y a la réglementation de change. Monsieur le gouverneur s'est engagé à ce qu'au mois de juillet, il nous propose la nouvelle forme parce qu'on a besoin d'une réglementation de change aux standards mondiaux, avec un benchmark. Nous donner aux opérateurs tunisiens et étrangers basés en Tunisie les mêmes outils et les mêmes instruments que ceux qui sont implantés dans des pays concurrents. L'accélération digitale est une priorité. Bien sûr, la transition énergétique avec le mix énergétique, mais aussi le travail sur la lutte contre le changement climatique. Ça, c'est devenu très, très important. De plus en plus, on nous demande notre programme de sustainability au niveau de la compétitivité des entreprises et des sites pays, mix énergétique et développement durable, empreinte carbone. Quel est votre engagement pour réduire votre empreinte carbone, sachant que hier, dans les interventions, on a parlé d'une taxe carbone qui serait un obstacle aux opérateurs des pays du sud de la Méditerranée. Bien sûr, j'insiste sur l'accélération des projets publics et PPP, parce que le secteur privé peut profiter de cette dynamique de projets publics et privés, et on parle de 7 milliards de fonds qui sont là, disponibles pour des projets clairement définis. Donc là, il faudrait penser à accélérer la réalisation de ces projets, parce que ça va être un élément important dans la croissance du pays. Et bien sûr, le secteur financier et le financement des opérations. Il ne faut pas que les banques soient soumises à un effet d'éviction, puisque malheureusement, aujourd'hui, elles sont appelées à financer l'État et les finances publiques. Donc là, il faut penser à, bien sûr, pour nous, avoir un accord rapide avec le FMI est une solution qui va ouvrir le champ à une stabilité des finances publiques qui est très importante pour nous, secteur privé. Et merci. Merci, c'est Hichem. Mr. Prime Minister, I have an additional question for you. Let's talk us more about reforms in social sectors, especially education reform and healthcare reform in Georgia, of course. Thank you for your question. Social sector had several phases of the reforms in Georgia. First, we had time when, let me start with healthcare system. In the 90s, most of the hospitals were state-owned. So the first phase was, I would say, the massive privatization of the state hospitals. Only several state hospitals remain state-owned. So we ended up with having a lot of private hospitals without any coverage for healthcare for the population, and it was very, it brought severe problems in the social sector. The next phase, after 2003 and 4, there was a reform to introduce mandatory healthcare insurance for general population, covering from government through vouchers, the subsidizing it only for the socially very vulnerable part of the population. This brought some results, and it actually started to build up some process between government, insurance sector, and the hospital sector. But it did not bring the results that could be positive for the general population, because beyond the vulnerable layers of population, there was still the middle-income population, which in a country with GDP per capita in current terms less than $5,000, it is still very difficult to carry all the burden of the healthcare for your household and for your family members. So the next phase, starting from 2012, was introducing universal healthcare coverage for the general population. Because the insurance companies were abusing their position
and saving money too much or covering the healthcare needs for the population, government intervened in a most harsh way, I would say, introducing general healthcare coverage insurance for everybody from state budget. And it is still active right now in Georgia. So everybody in Georgia who wants to get even the most expensive surgery is able to go to the hospital, to choose the hospital, because the prices are different in different hospitals. There are hospitals where you can get 100% coverage of the government, but if you want to go to a fancier hospital to get a higher level premium service, you can co-finance, but co-financing will not be more than 30% of the total cost. So it brought a major change in the, I would say, the healthcare provision from the government and from the system. So it was a major change for general population. I think one of the reasons of the electoral success of the recent several governments, because it brought a level of satisfaction for the general population. Now we came to a state where this article for the healthcare expenses in the state budget started to swell and swell and swell every year, year to year. Because when you have the totally state coverage and for everyone, for universal, there is always an abuse. And it's for everyone who needs it, who does not need it as much. So now we came to a point to introduce differential approach. And it is under discussion right now in the government and in parliament, how to best differentiate, to leave the full financing for some layers of population, not only ultimately vulnerable, but also some middle income population, but with population with enough revenues and income to leave it to their own, to use the private services of private insurance companies. I personally think that this will be after these tunings, after these changes are introduced, I think we will come to a point where we will have the best balance between the state sector, the fiscal expenditure side, and the interests of the general population, and also the stakeholders, including stakeholders in the healthcare sector. But it took us a long time. So the countries who are doing it right now, I think it is a benefit to learn from this experience and not to repeat all the stages, but to go straight forward to the right solutions. And I believe that it will be possible in other countries, including in Tunisia, I believe. Also the education sector. I want to touch this because as Mr. Vice President of the World Bank, Mr. Farid mentioned about this, I would like to reiterate this issue because the education was one of the key points in our reform agenda. We had a 4-point reform agenda, quite similar to what Madam Prime Minister mentioned yesterday. So education was #1 issue. And I will tell you why. We had problems in elementary education. We had teacher quality problem in the distant regions of the country. We served it, we saved, restored these problems, corrected these problems through building the broadband internet throughout the country and for providing internet solutions, internet access to the most distant places in Georgia, and through providing highest quality teaching experiences and teacher lessons to the distant villages through internet, including the mix of the local teachers plus the teachers from the centers. But this is not the most important part. The most important part was the higher education. So we had problems there. First, it was the quality of many institutions, higher education institutions. So we started to tighten the standards and for the certification or accreditation process. So we had to close a lot of private universities and to transfer the students, a very painful process, to transfer the students to higher quality universities, increase the size of the classes temporarily, but to avail everybody for much better quality of education. This was phase 1. But phase 2 also, I think, very important. We realized at one point that
the popularity of the profession does not always reflect the demand in the profession. Because there are popular, fancy professions, but they are not always in high demand for the economy. I am not talking about fundamental sciences and sciences, which is a separate issue, and government need to pay attention to those areas. But I am talking about the applied sciences and applied professions, which are not in much demand, but which are very popular. And there is this distortion in popularity and the level of the demand. So we realize that our education system have been producing unemployed people year to year, tens of thousands of people who assume that and who end up with a higher education diploma but getting unemployed afterwards. So what we started to do, we did a dynamic survey of the needs of the profession, not only for today, but from 5 years now, from 10 years now, in perspective. So we started to incentivize those professions that are less popular but in high demand through special financing and through voucher financing, in incentivizing those professions. Not financing directly the public universities or private universities, but issuing the vouchers and letting the young generation to choose which is more public university or private university, and choose the right profession for them, and to use this financing in order to have much higher probability of employment when they graduate. This was these two phases, accreditation and the quality of the universities, and the incentivizing professions that are in high demand. This is very briefly what we have done. In some areas it was very successful, but there is also a process of fine-tuning which now is going on, and this is a constant process, but first shot was very successful, including the dual education model which we took from Germany and Australia, from European countries, apprenticeships, and engaging private sector in vocational education. This is the third branch of our reform. So, very briefly. Thank you very much. Thank you. Très intéressant et vraiment une réforme principale, celle du socle social. Et j'apprends que ce qu'on est en train de faire au niveau du soutien social peut être dupliqué au niveau de la réforme d'éducation et passer et lâcher cette forme de gratuité du service public et cibler la gratuité avec les vouchers qui sont distribués. C'est fantastique. C'est comme ça qu'on peut financer les réformes. C'est comme ça qu'on peut améliorer la qualité. J'apprécie beaucoup. Je veux revenir à Monsieur le ministre de l'économie. Tout à l'heure, Monsieur le Premier ministre, dans son intervention, il a beaucoup insisté sur la démarche et la manière, et surtout la démarche participative. Est-ce que dans les travaux que vous nous avez présentés, donc un peu la résultante dans votre présentation de ce matin, est-ce que vous avez emprunté une démarche participative très approchée avec les attentes des entrepreneurs et des investisseurs, Monsieur le ministre? Ah, c'est bon, très bien. Tout à fait, mais je vais juste réagir très rapidement et je pense qu'on doit laisser la parole à nos amis pour interagir avec nous. C'est important puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps. Moi, oui, effectivement, comme on l'avait déjà dit, bon, on a adopté une approche participative aussi bien avec le secteur privé qu'avec les différentes administrations et entreprises publiques qui ont travaillé sans cloison et en équipe pendant plusieurs mois, et nous allons continuer ce process dans la partie exécution, parce que on va le continuer à la fois avec le secteur public et le secteur privé, j'insiste là-dessus, parce que je pense aujourd'hui le plus grand challenge qu'on a, c'est un challenge d'exécution. Nous sommes condamnés à mener plusieurs réformes en parallèle.
un ensemble de mesures qu'on doit prendre et on doit le faire autrement. Nous avons la manie, un peu l'habitude de, à chaque fois qu'on rencontre un problème dans notre pays, on lui ajoute un texte, donc les textes s'accumulent et ça devient ça devient beaucoup un labyrinthe. Nous sommes en train également de réviser un peu ces textes pour essayer de voir si on peut les simplifier, lui reprendre certains textes datent des années 70 et 80. Je pense qu'il est temps de le réviser. Donc, nous devons inventer une autre manière d'accélérer la prise de décision et d'apporter des solutions autres que la simple rédaction de textes. Et là, nous allons, je vais continuer le contact avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, parce qu'il y a beaucoup de leçons qu'on peut apprendre de l'expérience de la Géorgie. Je retiens une qui est très importante, et il a bien dit qu'il faut oser aller au-delà de ce qu'il est nécessaire. Souvent, on fait des petites réformettes, et ben, ça ne donne pas de résultats. Alors, pour une fois, essayons de se tromper dans l'autre sens. Et si on voit qu'on est allé trop loin, on peut toujours regresser. Également, je pense qu'on a eu une discussion, et je finis par cela, au niveau de l'accès au financement pour la PME. Ils ont eu une expérience que vous ne savez pas que ça existait avant, parce que c'est une expérience, moi je trouve très intéressante, c'est le fait de bonifier les intérêts pour les PME. C'est une bonification de prime de risque, c'est une bonification de l'intérêt. Je pense que l'État doit jouer un rôle pour aider surtout les jeunes entrepreneurs, les nouveaux entrepreneurs, en prenant en charge une partie de la prime de risque pour ceux qui ne peuvent pas apporter de la garantie. Moi je trouve qu'on doit encore faire un effort au niveau du financement de la PME, on ne fait pas assez, et notamment après l'augmentation du taux d'intérêt. Bien sûr, la Banque centrale est indépendante et je n'ai pas à commenter, mais on doit trouver des mécanismes pour trouver le moyen également de alléger un peu le fardeau de taux d'intérêt pour permettre aux PME qui n'ont pas suffisamment reçu de support pendant le Covid de relever la tête. Et pour cela, on a quelques mesures, on a quelques bonnes nouvelles. Inch'Allah, on va les annoncer dans quelques semaines ou quelques mois. Je remercie les partenaires financiers de la Tunisie pour l'axe 1, pour les procédures, les mesures d'urgence économique. Nous avons des promesses de financement pour les lignes de restructuration, même pour la mezzanine dont j'avais parlé avant. Donc, il faut vraiment qu'on collectivement fasse un effort pour la PME. Et merci. Madame la ministre des Finances, à vous la parole. Merci. Juste, je vais apporter une petite précision concernant le programme avec le FMI, parce qu'il y a un chiffre qui a été avancé et qui s'est... Et même aujourd'hui, on parle de 4 millions de dinars de financement qui va être octroyé par le FMI. Donc, pour préciser, nous, c'est vrai il y a plusieurs mois qu'on a commencé, on a tenu pour arriver à l'annonce du mandat de négociation. Et c'est ça le plus important pour nous, parce que cette annonce, franchement, pour ce gouvernement et pour le pays entier, c'est un soulagement. C'est un soulagement pour cette période difficile sur tous les plans, et notamment sur le plan finances publiques et équilibre budgétaire. Comme vous le savez, on a préparé la loi de finances sur une hypothèse de conclusion d'un accord avec le FMI. Et donc, c'est pour cela que l'annonce des négociations qui vont être en principe tenues incessamment est une déclaration très que jusqu'à maintenant, avec le FMI, on n'a pas arrêté encore le financement. Hein, et donc, ce chiffre qui circule n'a pas été arrêté avec le FMI, et tout ça va être en principe arrêté à la fin des négociations. Mais le plus important pour nous, cet accord, il est plus qu'un signal, qu'un financement. Parce qu'avec l'accord FMI, l'accord représente donc un message positif très fort
pour tout le monde, pour nos amis, pour les pays amis et frères, pour les bailleurs de fonds et pour les investisseurs et pour le climat des affaires. C'est pour cela que ce mandat qui a été annoncé est très important pour nous, surtout dans cette situation impactée qui est déjà fragilisée, mais qui est impactée avec la guerre russo-ukrainienne et les retombées de cette guerre sur tous les finances publiques. C'est juste une précision. Merci. On a le ministre de l'économie souhaite sonder quelques-unes des questions de la salle, n'est-ce pas, monsieur le ministre? Donc, on va se contenter d'un maximum de 3 questions, si elles existent, bien évidemment. Alors, qui veut prendre la parole pour poser directement une question à nos panélistes? Oui, monsieur. شكرا. السؤال الأول إلى Mr. Georgi. I have one brief question, but I will ask it in Arabic. Okay. هناك عندنا مشكلة في تونس، تغول الإدارة التونسية، مثال يسمحوا لي الأخيان، تغول النقابات، عائلات في القطاع الخاص هذيك اللي خلات أنه النقابات تخاف منها متغولة على الاقتصاد. حسب التجربة متاعكم كيف يمكن أن نصل إلى كونسنسوس ما بين الإدارة، النقابات، القطاع الخاص من أجل إشراك الجميع؟ لأنه مع الأسف الشديد ضيعنا سنوات لأنه ما وصلناش للونتونت هذه. حسب التجربة متاعكم كيف يمكن أن يجلس الجميع ويطور الشراكة هذه؟ نقطة إلى سي هشام اللومي، رغم أني أعتبره من لسكسس ستوريز، جبد على الإنرجي رينوفلابل، على الطاقات المتجددة. سؤالي البسيط، لماذا القطاع الخاص، الشركات الصناعية اللي تستهلك كمية كبيرة من الطاقة، لماذا هم بيدهم ما بادروش باش يستعملوا لوتو برودكسيون؟ لأنه لو المؤسسات الصناعية التونسية الخاصة، المؤسسات العمومية بادرت باش تستعمل الطاقات النظيفة، أكيد رانا نقصنا إلى حد كبير كبير جدا في الفاكتور énergétique. وشكرا. C'est très clair. Merci. D'autres questions? Peut-être on peut répondre, please. Thank you. You are asking me a very difficult question because I know the local reality and local system, and I know how powerful are the labor unions in this country. So I cannot give you an answer. I simply, by trying also to be very diplomatic, I will say that it's about the general consensus in the population. What is the level of social protection that this particular country can afford? And as our panel is touching the most important issue, the issue of competitiveness, competitive values, where is the right balance to be struck between being competitive on international market in the quest for searching for indirect investments, which is vital for this country, and between the level of protection this country can provide through the labor unions or through the similar organizations. I cannot develop more this topic because it is up to population and the government of this country to decide where is this right balance for you here at this moment.
Because 30 years from now, or 20 years from now, when the GDP per capita reaches the higher levels, of course, there will be a different setting and different need and different balance between these values. But today, in this situation, in order to be competitive, you need to strike your own Tunisian balance among all these values. Thank you. Hichem, la deuxième question était adressée pour vous. Oui, merci. Bon, pour ce qui est des énergies renouvelables, le privé est en train d'investir en autoproduction. Moi, j'ai dit qu'en plus de l'autoproduction, il faut permettre aussi à des développeurs d'investir et de fournir de l'électricité à moindre coût et consacrer les capacités d'investissement des entreprises à leur métier. Mais en attendant qu'il y ait cette possibilité, le secteur privé est en train d'investir. Notre groupe est en train d'investir dans le renouvelable, bien entendu, c'est clair. On est obligé, pour pouvoir exporter, il faut améliorer le mix énergétique tunisien qui est faible. Donc le secteur privé est obligé d'investir. Autre chose, la remarque, je n'ai pas compris la logique de la remarque sur les groupes familiaux qui détiennent l'économie. Je pense que s'il y a des groupes privés qui ne sont pas en monopole, et moi je vois que l'industrie privée tunisienne n'est pas en monopole, qu'ils payent, ils respectent les lois, qu'ils l'emploient, et ces groupes familiaux emploient des dizaines de milliers de personnes, exportent massivement, créent de la valeur ajoutée. Donc ils doivent être soumis au même titre. Nous, à l'UTK, par exemple, nous avons des groupes industriels et nous avons des artisans et des petits métiers. Et tous ont la même voix, d'ailleurs. Moi, j'ai la même voix qu'un artisan, la même. Donc on est dans une transparence et une démocratie et une ouverture de la concurrence totale. Donc la règle, c'est le respect de la loi et la concurrence. Merci. La règle, c'est l'entreprise citoyenne. Merci. D'autres questions? Excusez-moi, mais je ne vois pas. Voilà. Bonjour, je m'appelle Morsi Dimessi, je suis gérant de fonds de capital investissement en Tunisie. J'ai investi dans plus que 120 entreprises en Tunisie, PME, dont certaines sont mixtes, tuniso-étrangères. Ma question s'adresse à Madame le ministre des Finances. Étant donné qu'aujourd'hui, il y a cette opportunité de choquer et d'aller sur quelque chose de nouveau, les entrepreneurs, que ce soit petits ou grands, ils ne sont pas à la recherche d'incitation fiscale en réalité. Sur un panel qui a été fait par le cabinet Deloitte, ça a été démontré que la fiscalité vient au bas du tableau. Ce que cherche un entrepreneur, c'est la stabilité des règles de droit et surtout la clarté des règles de droit. Aujourd'hui, lorsqu'on lit les textes de la fiscalité tunisienne, même Molière, il est incapable de les déchiffrer. Et il y a des textes dans des textes et des exceptions dans des exceptions. Et il y a ce qu'on appelle des notes communes et des notes de discrétion. Et en cas de vérification fiscale, que ce soit approfondie ou superficielle, on fait piéger par son propre jeu, par des textes qui sont incompréhensibles. Et donc, pourquoi ne pas faciliter les choses? Et on fait une fiscalité où il y a 2 pages. Tout le monde peut comprendre la fiscalité, du petit commerçant au banquier. Et cette clarté va augmenter certainement les recettes fiscales et va rendre plus de justice entre l'administration fiscale et les entrepreneurs. Merci. Madame la ministre. Merci pour cette question. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous que le problème de l'investissement n'est pas le problème d'incitation fiscale, nonobstant qu'on a un arsenal juridique très très riche en matière d'incitation, comme vous le savez, et le volet fiscal, il est classé au dernier rang. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais concernant la complexité des textes fiscaux, on me pose toujours cette question. Mais voilà, je vais vous répondre d'une manière très très claire. La fiscalité est une matière technique, purement technique. Donc, si je vous invite à voir par exemple le CGI français ou même les autres textes dans
parce que notre fiscalité est un peu européenne, parce qu'on est dans le cadre de l'harmonisation, on est en train d'adopter des mesures qui s'insèrent dans le cadre des différents accords signés par la Tunisie avec l'OCDE ou l'Union européenne. C'est pour cela qu'il y a parfois des mesures d'harmonisation entre les différents textes. Mais pour la complexité, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, par exemple, de réunir tous les textes fiscaux dans le cadre d'un seul code, par exemple. Et on a travaillé sur un code unique pour clarifier donc les mesures pour le contribuable, pour l'investisseur, pour les sociétés. Ça, oui, et on l'a fait. Et on a déjà un projet préparé. C'est un CGI tunisien. C'est un CGI tunisien qui regroupe tous les textes fiscaux au sein d'un même document. Mais pour la complexité, parce que la fiscalité est technique, et vous pouvez donc consulter tous les documents, tous les codes dans toutes les législations du monde. C'est toujours, c'est technique et franchement, il faut être assisté. Chaque société et chaque investisseur doit être assisté par donc un connaisseur en la matière, c'est-à-dire les professions qui sont liées donc par la matière, à l'instar des conseillers, des avocats, des experts comptables, donc des professionnels qui travaillent en lien direct avec cette matière. Mais franchement, le texte fiscal, je suis tout à fait d'accord, et n'est pas... C'est-à-dire, c'est pas facile pour un contribuable donc ordinaire de comprendre les dispositions techniques au sein d'un texte. Voilà, moi je réponds donc clairement et avec toute la franchise, la fiscalité c'est technique. Voilà. Mesdames et messieurs, avant de clôturer, on a une dernière question, mais vraiment la toute dernière, hein. On a dépassé de plus qu'une demi-heure notre temps. S'il vous plaît, directement posez votre question. Très bien. Donc, je suis consultante formatrice en RSE développement durable. Et donc, je prends le micro aujourd'hui pour un peu poser la question, voire interpeller, voire... donc, je vais aller directement. Comment faire du développement durable aujourd'hui un levier de compétitivité? Tous les pays à l'échelle internationale en font du développement durable une priorité. Comment l'intégrer aujourd'hui pour que ça soit réellement un élément de compétitivité de la Tunisie en la matière, dans un contexte où il y a beaucoup de relocalisation, ou beaucoup d'investisseurs qui se mettent ou se penchent de plus en plus sur cette thématique. Merci. Justement, très franchement, on n'a pas bien écouté à qui s'adressait la question et le contenu de la question. Alors, je répète. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Allez-y. Très bien. Donc, ma question est la suivante. J'y suis hier, je suivais depuis ce matin, en fait. On a eu un petit clin d'œil aux énergies renouvelables, à la transition énergétique. Et ma question, elle est la suivante, que je pense s'adresse aussi bien à plusieurs intervenants aujourd'hui. Je pense qu'ils peuvent nous répondre à cette question. Quelle est la place aujourd'hui du développement durable et comment booster le développement durable, voire la responsabilité sociétale au niveau des entreprises tunisiennes, et notamment au travers peut-être de textes, mais d'autres leviers, pour que l'on soit aujourd'hui attractif en boostant le développement durable au niveau de notre pays. Très bien. Peut-être, Monsieur le ministre de l'économie, et je rappelle à juste titre que lors de sa présentation, il s'est attardé sur certaines transitions, certains chantiers qui sont en train d'être menés, notamment en matière de transition énergétique, en matière de transition environnementale. À juste titre, il avait parlé ce matin
donc de la décarbonisation, de la mobilité électrique, de la valorisation des déchets, et on est en pleine approche ESG, RSE justement, Monsieur le ministre, pour répondre. Voilà, donc très brièvement, puisqu'on en a déjà parlé, nous avons un retard en solaire, donc nous devons le rattraper le plus vite possible. On vient d'augmenter l'objectif de 30 à 35% pour 2030, et on vient de l'augmenter également sur le court terme, 23, 24, 25, de 1500 à 2000 watts. Et ça coûte 4 fois moins cher de produire du solaire. On a un très bon rendement en Tunisie, et 4 fois moins cher par rapport à l'importation du gaz, qui coûte énormément cher pour nous, tout le monde le sait. Et nous avons des opportunités énormes avec l'Europe. On essaie d'accélérer le projet d'Almed pour lier les deux grids, parce qu'en fait, on peut exporter l'électricité en hiver, puisqu'on a le soleil, et on peut importer l'électricité renouvelable de l'Europe pendant l'été, où on a beaucoup de consommation de climatiseurs. Et il y a également un intérêt particulier pour l'hydrogène vert. Ça, c'est quelque chose que également la Tunisie est dotée d'avantages qui lui permettraient de se bien positionner. Nous sommes en contact avec plusieurs investisseurs et nous comptons donner un coup d'accélérateur également pour ce projet-là. Je voudrais finir par une petite note d'optimisme. On me dit que nous sommes très proches d'une solution pour le raccordement. Cette absurdité qui n'a fait que trop durer. Donc, on fera de façon à ce que ça ne se renouvelle plus. Le solaire, c'est notre direction et on va y aller. Le seul facteur limitant, c'est les capacités de transport et de distribution de la SEC, puisque c'est un peu un monopole de fait et la production va être libéralisée, même en production privée, comme on le sait, on a un retard énorme. J'ai vécu dans un pays, à Sultan-Oman, ils l'ont fait massivement, ils l'ont fait dès les années 2010 et même avant, et ils l'ont fait de façon compétitive. Ils ont une meilleure qualité, à un moindre coût. Ils ont en plus exploité ces expériences pour lancer des IPO, des introductions en bourse, pour enrichir la place boursière et en même temps augmenter la culture de l'investissement. Je vous remercie pour votre contribution, votre attention, et les panels continuent. Merci beaucoup.